Mesdames, Messieurs, bonjour. On le sait tous, la population française vieillit et on va voir se développer le handicap visuel de façon exponentielle. Il y a actuellement 1,5 million de personnes atteintes de DMLA en France et ce chiffre devrait doubler dans les années à venir, comme les cas de rétinopathie diabétique. Un autre exemple, les cas de glaucome, qui touchent également 1,5 million de personnes et qui devrait progresser de 70% dans les prochaines années. Nous allons vous donner dans cette émission les pistes pour adapter votre point de vente à cette clientèle. Pour comprendre les handicaps, je reçois Sophie Schmidt, fondatrice et dirigeante de l'agence Seniosphère qui est spécialisée dans le marché des seniors. Bonjour Sophie. Bonjour. Alain Gomez, directeur technique de l'ISAC, spécialiste de la basse vision. Monsieur Gomez, bienvenue. Bonjour, merci. Et Jean-Marc Delhomme, propriétaire du magasin Panoptès à Tours, qui a fait le pari de créer un magasin exclusivement dédié à la basse vision. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors, avant toute chose, je voudrais vous présenter Jen, notre hôtesse. Jen, est-ce que vous pouvez venir sur notre plateau, s'il vous plaît ? Alors, Jen vous réserve une petite surprise. Est-ce que vous pouvez marcher ? Voilà. Donc, vous marchez bien. Voilà. Donc, Jen, dans quelques minutes, vous allez revenir sur ce plateau et avec une petite surprise. Voilà. Alors, Monsieur Delon, pourquoi avez-vous créé un magasin exclusivement dédié à la basse vision ? Vous ne pouvez pas accueillir ces clients dans un magasin généraliste puisque vous en possédez 2 également à Tours. Oui, j'ai pris le pari de faire un magasin dédié exclusivement à la basse vision parce que, me semble-t-il, quand les clients que nous recevons en basse vision sont des clients à recevoir dans un espace particulier. Et nous avons souhaité dans cet espace l'adapter le mieux possible à l'accueil de personnes à déficience visuelle, de telle sorte à ce qu'ils s'y retrouvent à l'aise et qu'on puisse les prendre en charge globalement par rapport à leur handicap. D'accord. Sophie, donc vous êtes spécialisée dans les attentes des besoins des seniors. Dans notre cas, on va plutôt parler vraiment des personnes âgées, puisque les cas de DMLA qui sont très très importants concernent surtout les plus de 75 ans. C'est une population que vous connaissez bien, puisque vous conseillez une grande société d'audiologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement les besoins spécifiques de cette population ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, si les gens viennent dans le magasin pour un problème de vision, c'est loin d'être le seul problème qu'ils aient. Et en fait, la grande différence entre des gens qui pourraient avoir, par exemple, un handicap et qui sont jeunes et des personnes âgées, c'est le fait que leur handicap visuel se cumule avec un handicap auditif, un handicap moteur. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'il va falloir prendre en compte pour avoir des réponses adaptées. Monsieur Delon, c'est quelque chose dont vous avez tenu compte du handicap dans sa globalité et pas seulement au niveau de la vision ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a deux principaux handicaps qui s'associent. L'handicap physique, c'est une première étape. C'est pour ça qu'au centre, on a une place de parking qui permet de les accueillir immédiatement et sans qu'ils aient à monter d'escalier, de marche et être dans une difficulté, donc une prise en charge immédiate. Et puis, on a un handicap auditif qui s'associent et du coup il faut aussi qu'on travaille en partenariat avec des audioprothésistes avec qui je suis en contact. On fait un petit peu le même métier que l'audioprothèse mais pour la vue. En fait. D'accord, donc on verra un peu plus tard des images de votre magasin pour montrer comment vous avez tenu compte de tous ces différents handicaps. Monsieur Gomez, chez l'ISAC, comment ça se passe ? Alors ça se passe d'une façon où on partage effectivement, on a un espace dédié pour la basse vision qui est le 3e étage, avec un accès avec 2 ascenseurs, et bien évidemment. Donc là, on parle du magasin l'ISAC Rivoli. Du magasin l'ISAC rue de Rivoli. C'était certainement le premier centre de basse vision d'ailleurs en France. Et vous avez sur le même étage, de plein pied, un service d'audioprothèse et puis le service de basse vision. Donc nous avons fait en sorte que la personne malvoyante se trouve, je veux dire, à l'aise sur ce plateau, avec un espace dédié aux couleurs franches et au plancher et aux murs différents pour que la personne puisse se diriger d'elle-même.
Au-delà de ces notions de vision, est-ce que, Madame Schmitt a bien expliqué qu'il fallait prendre l'handicap dans sa globalité, est-ce que au magasin Lissac Rivoli, il y a des aménagements prévus pour tenir compte de ces contraintes ? Oui, alors donc nous avons un showroom, un espace de démonstration avec une lumière un petit peu tamisée et des coins, je dirais, avec une plus grande lumière pour mettre en valeur les objets qu'on a à présenter. Et on les laisse effectivement travailler avec un système ou un autre pour voir si ils ont une facilité d'apprentissage plus facile, enfin, avec un système qu'avec un autre. Madame Schmitt, par rapport à aux personnes que vous conseillez, aux différents professionnels de santé que vous conseillez, est-ce que vous trouvez que cette globalité du handicap est suffisamment appréhendée ou il y a encore beaucoup de progrès à faire ? Cette prise en compte globale est relativement peu faite jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué aussi, parce qu'il y a des grandes disparités dans tous les domaines. On ne cumule pas nécessairement tous les handicaps et donc arriver à respecter l'ensemble des besoins de toutes les personnes, c'est vraiment un gros challenge. Maintenant, il y a un moyen terme auquel on pourrait arriver, mais qui n'est pas du tout le cas actuellement en France. Votre travail donc consiste à sensibiliser ces différents professionnels Tout à fait. Alors on travaille par exemple avec des audioprothésistes, justement pour les former, pour qu'ils comprennent bien quels sont tous les besoins, parce que les audioprothésistes ont une moyenne d'âge de leur clientèle qui est autour de 70 ans. Et ils ont des clients qui peuvent avoir jusqu'à 95 ans. Donc vraiment, ça peut aller de façon très avancée. Et eux, par exemple, ont besoin de comprendre bien évidemment tout ce qui se passe autour du son, mais au-delà de ça, tout ce qui se passe autour de la vue et être sûr que la façon dont ils accueillent les personnes soit bonne. Et aujourd'hui, on a un peu tendance à se focaliser sur un seul domaine qui est le sien, son expertise, et pas nécessairement prendre en compte l'ensemble des besoins. Donc quels seraient les conseils que vous donneriez aux opticiens par rapport à ça ? Je pense que déjà, ce qui est extrêmement important, et on va le voir, c'est se mettre dans la peau d'eux. C'est-à-dire que, en fait, tant qu'on n'a pas compris de façon détaillée l'ensemble des besoins et que c'est un cumul de détails, c'est pas une chose. On peut pas adapter le magasin en disant non, je vais enlever toutes les marches. Non, il n'y a pas que les marches. Il y a effectivement, vous parliez de la lumière tout à l'heure. Il peut y avoir la lumière, mais il peut y avoir le type de fauteuil qu'on va choisir. Il peut y avoir des changements de couleur, par exemple au niveau du sol. Là, nous avons un tapis qui est rose et un tapis qui est noir. Eh bien, même s'ils étaient au même niveau, les personnes pourraient penser qu'il y a une marche. Et donc avoir peur. Donc on voit très souvent que les gens font très attention et tâtent du pied justement pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc tout l'ameublement, tout ce qui est même des informations qu'on va vouloir donner sur les produits aussi. Bien évidemment, il faut qu'elles soient écrites gros, mais il faut qu'elles soient aussi très bien éclairées, il faut qu'elles soient bien positionnées, il ne faut pas que ça brille non plus. Enfin, c'est un peu difficile de dire comme ça, l'ensemble des détails auxquels il faut penser. Mais il y a énormément de détails. Alors, Monsieur Delon, je crois que c'est quelque chose que vous faites, que ce soit dans l'aménagement de votre point de vente ou dans le choix de vos produits, c'est de se mettre dans la peau de votre client. Complètement. Ça a été justement l'option et pourquoi nous avons fait un magasin dédié exclusivement à la basse vision. Alors on peut reproduire cela dans un département comme c'est chez Lissac. Mais là, l'option a été de pousser jusqu'au bout, puisqu'on parlait d'éclairage, et je rebondissais tout de suite là-dessus. Pourquoi je ne l'ai pas maintenu dans le magasin d'optique ? Dans un magasin d'optique traditionnel, on est obligé de suréclairer. On est obligé de mettre énormément en valeur les produits, montures. Et dans ce cadre-là, rien que le fait de passer par l'espace magasin traditionnel vers l'espace basse vision, la personne n'est pas forcément dans une situation où elle est à l'aise. Et excusez-moi, je vous coupe, je crois que nous avons quelques photos pour illustrer vos propos par rapport à votre magasin. Donc ça, c'est l'entrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez aménagé ? Alors, au niveau donc du local, ce que je disais tout à l'heure, là, il y a une place de parking qui est dédiée juste à droite, et on n'entre pas par la rue, on n'entre que par la cour, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de risque pour une personne de pouvoir être dérangée par des vélos ou d'autres ou des passants. Alors, on ne dirait pas du tout un magasin d'optique, on dirait plutôt une petite maison. C'est tout à fait aussi l'objectif, puisque derrière cela, j'ai voulu que le centre soit où on soit très à l'aise, on y se sente chez soi, car on a parlé tout à l'heure de l'aspect on va dire physique, peut-être éventuellement d'autres handicaps, mais il y a aussi un aspect psychologique de la prise en compte. Et chaque personne que nous recevons est différente.
Et il y a besoin, si on a un conseil à donner, de s'adapter à chaque personne. Il n'y a pas un seul cas identique. Et j'ai voulu qu'ils se retrouvent dans un cocon. On voit justement l'intérieur du magasin. Pouvez-vous nous commenter cette image? À l'image de ce que l'on a dit, tous les éclairages ont été modifiés et installés spécialement pour la basse vision, avec des éclairages naturels. Et on a... C'est un très bon exemple. Les portes, par exemple, tout est jeu de contraste. Les portes sont blanches avec un cercle rond wingé et une poignée blanche, de telle sorte que, ergonomiquement parlant, la personne puisse puisse ouvrir la porte sans problème. Et tout est un jeu d'inversion de couleurs. Vous avez donc, à chaque fois qu'il y a un mur blanc, vous vous retrouvez avec une porte noire. Je crois qu'on a d'autres images qui illustrent bien ce que vous dites. Voilà. Le meuble est sombre, le mur est blanc. Alors l'escalier, personne ne monte, ce sont des bureaux, donc il n'y a pas d'accès. Par contre, vous pouvez remarquer au sol qu'il y a un tapis spécial de couleur sombre qui va indiquer qu'il y a un obstacle qui va se produire derrière par rapport au carrelage blanc qui était déjà présent, enfin crème qui était déjà présent, que je n'ai pas pu changer. Vous avez été conseillé pour créer cet aménagement spécifique? Bien sûr, on a suivi une formation. D'abord, on a eu l'expérience personnelle dans les magasins, puis on a suivi des formations et j'ai pris contact aussi, on a discuté avec des ergothérapeutes et des ergonomes de telle sorte à ce qu'elles nous apportent leur éclairage en matière d'agencement de magasins. Alors, je crois que notre charmante hôtesse est prête. Jen, je vous invite à nous rejoindre sur le plateau. Alors tout à l'heure, on vous voyait gambadant. Comment vous sentez-vous? Ah ben très bien. Pardon, excusez-moi. Très lourde en fait. Vous vous sentez lourde? Ouais, je sens que je tombe vers le sol, c'est très désagréable. C'est intéressant de voir d'ailleurs qu'elle est un petit peu penchée déjà comme dans la posture d'une personne âgée et qu'elle se focalise sur le sol beaucoup plus que ce qu'il y a devant elle, ce qui est tout à fait le cas des personnes âgées quand elles ne veulent pas tomber. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Là, ça va. Mais c'est vrai que il faut que je prenne quand même le temps d'écouter pour bien entendre. Et par rapport à la vision? La vision est un peu floutée. C'est pas très très clair. Il faut qu'on vraiment se concentre sur les choses pour bien les voir et savoir quel est l'environnement autour de soi. Est-ce que par exemple vous voyez qu'il y a une marche là? Oui, ça c'est bon, ouais. Je la vois. Alors, essayez de vous baisser un peu. Hop là. Ça va. Non, ce qui serait et de plier les genoux? Oui, ce qui serait intéressant, c'est de la voir s'asseoir et de voir comment elle... Je vous laisse ma place. Attention le fil. Allez-y, je vous en prie. Donc on voit qu'elle met ses mains derrière, comme une personne qui s'assure derrière. Et maintenant, ce serait bien que vous vous releviez. Voilà, donc c'est beaucoup plus lent qu'une personne normale. Et en même temps, on a souvent besoin d'aide. Donc c'est pas mal d'avoir des accoudoirs quand on peut se relever parce que ça permet d'avoir plus d'assises et de pas perdre l'équilibre. Est-ce que vous avez d'autres sensations étranges auxquelles vous ne vous attendiez pas? C'est surtout au niveau des articulations en fait, où on est complètement bloqué. Par exemple, par rapport à mes coudes. Et par exemple, pour se toucher les cheveux, c'est pas très pratique. Les bras, tout est vraiment lourd. Mais c'est vraiment au niveau des articulations que c'est vraiment pas agréable du tout. Enfin, on peut pas bouger son corps comme on veut. On est ralenti en fait. Quand on vieillit, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on est ralenti. On peut continuer à faire les gestes, mais on va peut-être les faire moins facilement. Et puis c'est plus fatigant de les faire. Donc j'imagine que si on vous proposait d'aller faire un gros supermarché là tout de suite. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous voyez faire vos courses comme ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, vous allez les faire, mais peut-être moins loin. Enfin, vous allez choisir. Et puis peut-être aussi que vous allez porter moins de choses. Donc on va rapporter moins de choses. Et c'est là où les commerces de proximité ont un rôle très important à jouer. Donc les opticiens en sont d'ailleurs. Donc ça permet d'être un circuit qui correspond bien aux besoins des personnes âgées. Alors, je vous remercie beaucoup, Jen, de vous être prêtée au jeu. En tout cas, c'est très gentil à vous. Alors, Monsieur Gomez, on l'a vu, donc il y a plein de contraintes, notamment au niveau articulaire, au niveau des déplacements. Est-ce que vous aviez conscience de tous ces handicaps? Je pense que grâce à Madame, on va pouvoir encore prendre un peu plus proche toutes les considérations. Effectivement, on n'avait pas forcément conscience de tout,
mais on a une approche, je dirais, pragmatique qui essaye d'approcher au mieux de toutes les considérations et tous les besoins de chacun. Mais je pense qu'on y va encore un peu plus vite grâce à tous les conseils, je dirais, de Madame, effectivement. Et Monsieur Delhomme, vous avez vraiment intégré tous ces handicaps. Je pense à Madame Schmitt qui a parlé de sièges avec des accoudoirs. Vous en avez tenu compte également? Mais justement, j'allais rebondir là-dessus. Sur la photo, on n'a pas vu la partie zone d'attente et en fait salle d'attente, qui est aussi la zone où on a le rayon librairie, puisqu'on a une librairie avec des ouvrages pour à caractère grossi. Eh bien, il a fallu rechercher des fauteuils adaptés et on a trouvé des fauteuils qui ne soient pas trop mous, suffisamment, pas trop bas, une assise assez haute et 2 accoudoirs suffisamment larges pour justement que la personne puisse relever. Eh bien, c'est pas toujours évident parce que si vous voulez en plus y concilier l'aspect qui a un petit peu de design et comme on a essayé de le faire, quelque chose un petit peu esthétique, eh bien on ne trouve pas forcément ce que l'on veut sur le marché aujourd'hui. Mais on a essayé de le faire le mieux possible. Par contre, arriver à tout intégrer, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que tout au long de cette année, il y a eu des recadrages, des petites modifications, des petites choses qu'on a oubliées parce que, eh bien, on a été confronté à une situation particulière. Donc, il a fallu un petit peu modifier. Mais on a essayé de le prendre en compte dès le départ. Ça, c'est vrai. Donc c'est vraiment au cas par cas qu'après on peut faire évoluer l'aménagement du point de vente. Oui, c'est tout à fait. Et le premier élément, je pense, et c'est là qu'il faut qu'on travaille en collaboration, c'est d'associer, et là je rejoins, associer les professionnels qui peuvent nous aider et à travers ce petit côté critique, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais un petit côté, notre regard, une autre façon de voir les choses qui nous permet de nous alerter et de le modifier si nécessaire, si c'est possible, dans les contraintes aussi de locaux que nous avons. Car il faut aussi qu'on soit conscient qu'on n'est pas dans des situations des fois parfaites et qu'il faut s'adapter aux locaux qui nous sont destinés à la basse vision. Et combien ça vous a coûté? Est-ce que c'est cher comme aménagement? Non, pas tant que ça. C'est pas du tout. On n'est pas du tout dans un coût d'un magasin traditionnel. Un magasin comme celui-là, tout agencement compris, au niveau du mobilier, ça revient à 20-25 000 euros. Au niveau, je parle de l'aménagement au l'aménagement du mobilier, de la peinture, de l'enseigne, etc. Donc, ce n'est pas du tout des coûts d'investissement qu'on est dans le cadre du magasin. On recherche plus le pratique qu'on recherche le côté spectaculaire et très design que l'on peut rencontrer dans nos magasins d'optique. Monsieur Gomez, est-ce que vous pensez que ce type d'aménagement peut avoir sa place dans un magasin généraliste, avoir un corner basse vision qui puisse être vraiment aménagé pour accueillir les personnes âgées? Alors, je le pense sincèrement et justement, je suis en train de réfléchir sur un protocole qui s'appelle Hôpital Ville, qui permettra à un opticien de Paris d'accueillir des gens de 5 hôpitaux parisiens. Et on a listé avec des professionnels un tas d'éléments obligatoires pour pouvoir accueillir et traiter et prendre en charge les personnes malvoyantes. Donc effectivement, on a cette idée en tête de pouvoir donner à chaque opticien la possibilité d'aménager son point de vente, même s'il n'a pas un grand point de vente. Enfin bon, il y a des choses possibles et des choses impossibles. On ne peut pas mettre un espace basse vision dans un petit magasin quand même. Il faut un espace dédié, garantissant la confidentialité, de plein pied. J'ai vu parfois des magasins qui voulaient faire la basse vision à l'étage avec un escalier en colimaçon. Ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément accepter, enfin pas immédiatement, quoi. Et quelle est la surface minimum pour créer un espace basse vision aménagé de manière optimale? C'est assez difficile à dire comme ça, mais enfin bon, c'est un espace qui peut mesurer au moins 20 ou 30 mètres carrés, séparés, absolument séparés, comme l'a dit mon confrère. Il ne faut pas que l'éclairage qui est voulu pour mettre en scène les lunettes, les montures, n'est pas propice à l'éclairage basse vision. Donc la juxtaposition immédiate doit se faire vraiment en douceur, doit se faire vraiment dans des conditions parfaites, comme on fait un espace enfant dans certains magasins. On doit délimiter déjà au sol l'espace basse vision et avec la lumière, avec l'appréhension de chaque chose. Oui. Madame Schmitt, donc on a vu Monsieur Delhomme est extrêmement avancé dans sa démarche. Est-ce qu'il peut aller encore plus loin? Est-ce qu'il peut améliorer encore son magasin?
Écoutez, je ne connais pas son magasin, donc j'aurais un petit peu de mal de répondre comme ça. Par contre, il y a une chose dont on n'a pas parlé du tout. On a parlé beaucoup d'aménagement, on n'a pas parlé d'attitude et du personnel. Parce que ça, c'est l'approche psychologique. Voilà, parce qu'en fait, effectivement, il faut la première chose de base, c'est effectivement que le magasin soit adapté. Maintenant, au-delà de ça, la personne en face, il faut aussi qu'elle ait conscience des difficultés que la personne rencontre. Typiquement, quand elle s'adresse à la personne, elle ne va pas communiquer de la même façon si elle est en face, parce qu'à ce moment-là, le message passe plus facilement que si elle est sur le côté, parce que là, il y a de fortes chances que la personne, effectivement, ne voit pas très bien, mais en plus n'entende pas très bien. Donc, il y a toute une attitude et toute une approche aussi à avoir qui est extrêmement importante. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il fait, donc je peux pas... Pour rebondir là-dessus, là, c'est vraiment très important. C'est un des aspects aussi qui nous touche à cœur au Centre Panoptes, et je crois qu'il touche à cœur tous les opticiens qui veulent faire de la basse vision. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute. Et toujours avoir conscience que la personne en face de soi a toujours un temps de compréhension qui va être décalé aussi, parce qu'on a parlé d'handicap physique, mais aussi un handicap... on va dire c'est des personnes des fois qui se sont repliées sur elles-mêmes et qui ont perdu confiance en elles-mêmes. Donc on est là aussi pour susciter, même si on n'est pas psychologue, et il ne faut pas qu'on se mette dans un métier qui n'est pas à nous, mais il faut qu'on leur redonne confiance dans la potentialité qu'ils ont de faire des choses. Et du coup, il y a cette prise de conscience qui doit être chez nous, et du coup, il faut que nous réagissions avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Il faut savoir aussi accueillir quelqu'un qui est atteint de déficience visuelle. Eh bien, ça aussi, je crois que quand on fait de la basse vision, il faut se préparer, se former, c'est de la formation, à accueillir quelqu'un qui a une déficience visuelle pour déjà rien que lui prendre la main, savoir comment lui serrer la main, c'est-à-dire des fois ils vont pas vous voir arriver votre main, donc il va falloir la prendre et puis la regarder en face. C'est pas parce qu'il voit soi-disant, on pense qu'il ne voit pas bien, il faut la regarder dans les yeux. Il y a tout un aspect comportemental que la personne en face sent et le ressent. Monsieur Gomez, vos équipes sont formées à cette approche psychologique spécifique ? Oui, on essaye de les former le mieux possible. J'allais rajouter qu'on essaye aussi de se faire aider par les personnes malvoyantes elles-mêmes à mieux répondre à leurs demandes. On a un tissu associatif à côté qui est très important pour nous. On fait partie de plusieurs associations qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans la compréhension, dans l'étude, dans la possibilité de mieux répondre à leurs problématiques. Alors, j'allais rajouter qu'en fait, il y a un manque d'information au niveau des systèmes basse vision, puisqu'on estime que 15% seulement des personnes malvoyantes sont équipées. Donc, vous voyez, là, vous ouvrez tous les ans une antenne à la basse vision, et je vous en remercie parce que c'est très important. Madame Schmitt, ce que vous faites dans l'audio est-il duplicable à l'optique ? Est-ce que vous pouvez envisager de donner les mêmes conseils aux opticiens ? Oui, tout à fait, parce qu'on a le même type de problématique sur une population assez âgée. Il y a aussi encore une autre personne dont on n'a pas parlé, qui sont les aidants familiaux, les gens qui viennent. Parce qu'en fait, très souvent, ce qui se passe, à la fois quand quelqu'un est en basse vision, quand quelqu'un va chez un audioprothésiste, il ne va souvent pas seul. Et donc là encore, il y a tout un dialogue à avoir avec la personne qui est concernée, avec la personne qui est là pour l'aider, parce que la personne qui est là pour l'aider, elle a besoin de conseils pour savoir comment aborder la chose, comment accompagner la personne. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait avec les audioprothésistes et que je vois tout à fait pouvoir être fait avec des opticiens qui travaillent dans la basse vision. C'est vrai qu'il y a des accompagnants. En général, un déficient visuel ne vient jamais seul. C'est aussi un moyen de fidéliser sa clientèle et d'en gagner d'autres, non ? Justement, d'avoir ce genre de magasin. Pour ma part, non, puisque quelque part, un accompagnant au centre basse vision Panoptes, il ne fera pas grand-chose. Parce pour un magasin généraliste, en revanche, il ne faut pas le négliger. Certainement, oui, tout à fait. Mais ce n'est pas forcément le but premier. Et j'allais rajouter aussi qu'en fait, on travaille toujours en réseau, c'est-à-dire avec les orthoptistes, les ergothérapeutes et les ophtalmologistes, bien sûr. En fait, on travaille tous. Je pense que mon collègue ne contredira pas. Et il est important de forger ces réseaux et de permettre l'accès à l'orthoptiste le plus rapidement possible. Les accompagnants se rendent compte de tout le travail que vous avez fourni sur Panoptes ? Oui, ils s'en rendent compte. On a simplement souvent le discours suivant, c'est pourquoi on ne savait pas pourquoi on ne sait pas que ça existait. Voilà, on est vraiment confronté beaucoup plus à cette problématique aujourd'hui. C'est cela.
enfin il y a quelque chose qui existe et enfin on a une écoute à notre demande. Les accompagnants sont souvent très perdus. Ils sont très perdus, ils sont toujours dans cette logique de vouloir bien faire pour la personne qu'ils accompagnent et en même temps aussi en voulant bien faire, ils font des fois pas très bien parce que je crois que vous êtes d'accord avec moi. Apparemment vous avez je vais vous donner des exemples tout simples. On fait un essai parce qu'on aboutit à un besoin de grossissement important, on a fait un essai de téléagrandisseur et vous avez l'accompagnant à côté qui va dire à la personne mais vas-y, lis-le, mais tu le lis pas, mais comment ça que tu le lis pas? Ils ont tellement envie que du coup, ils bloquent des fois même la personne qui s'accompagne. Donc il faut aussi que nous, on arrive à travailler aussi l'accueil des accompagnants. Donc c'est passionnant. Je vous dis franchement, c'est passionnant parce que c'est pas du coup le même discours qu'on va avoir entre l'accompagnant et la personne qui vient pour un besoin spécifique. Mais il faut aussi prendre en charge cela. Madame Schmitt, vous corroborez ce que dit Monsieur Delon par rapport à l'accueil des accompagnants. Vous travaillez aussi là-dessus? Oui, on travaille là-dessus. C'est extrêmement important parce qu'en fait, il faut bien évidemment pas ne parler qu'à eux, parce que dans certains cas, il y a des personnes qui veulent infantiliser la personne âgée. Alors là, ça c'est une erreur. Je pense que la personne âgée est tout à fait capable de s'assumer. Par contre, le rôle de la personne accompagnante est essentiel parce que c'est souvent lui qui va faire les démarches, notamment toutes les démarches administratives. C'est souvent lui aussi qui est à la recherche d'informations, et c'est tout ce que vous disiez, c'est-à-dire que il veut essayer de comprendre si c'est normal ou pas normal, parce que lui, il est un petit peu décontenancé par rapport au sujet. Et donc vraiment avoir aussi une démarche qui soit adaptée aux besoins de l'accompagnant est essentiel. Monsieur Gomez, vous dupliquez cette méthode chez l'ISAC aussi? Oui, absolument. Mais on est récompensé parce que on parlait des rapports heureux qu'on a avec nos clients malvoyants, et souvent des liens se tissent d'amitié et de compréhension. Et ils font souvent même du prosélytisme, c'est-à-dire qu'ils en parlent autour d'eux, et on est effectivement toujours très heureux de faire quelque chose d'important pour eux, et on a un retour merveilleux. C'est important aussi d'être en relation avec les fabricants qui développent les aides visuelles pour qu'elles adaptent vraiment bien aussi leurs produits à toutes les contraintes qu'on a vues, puisque vous me citiez l'exemple d'un téléagrandisseur qui faisait très bien son travail de téléagrandisseur, mais qui en revanche n'avait pas les couleurs adaptées. Absolument, qui n'était pas assez contrasté. Mais je pense que maintenant ils se font aider par des associations de malvoyants pour améliorer leurs produits à la fois dans la qualité mais également dans la présentation. Vous travaillez également, Madame Schmitt, avec des fabricants de matériel? Oui, on travaille avec pas mal de fabricants dans pas mal de domaines différents. Et effectivement, très souvent, on a tendance à se focaliser sur la fonction de l'objet et à oublier des détails qui font que si un bouton n'a pas de contraste avec l'appareil, il ne sera pas vu. Donc, on a des systèmes, je pense, une entreprise qui a développé tout un système à l'intérieur de la maison qui permet de commander des tas de choses à distance avec un boîtier, avec des énormes boutons, très très bien faits. La seule chose, c'est que les boutons sont blancs sur blanc. Et c'est quand on conçoit des espaces ou des produits ou des services pour les personnes âgées, c'est une question de détail. Et il ne peut pas y avoir de maillon faible parce que s'il y a maillon faible, le produit ne peut pas servir. Ce qui est rassurant, c'est que ce genre de détails sont facilement changeables, donc... Plus ou moins. Enfin, le tout, c'est que quand ils sont vus très en amont, il n'y a pas de problème pour les changer. Et c'est un petit peu ce que monsieur disait tout à l'heure, c'est-à-dire que concevoir un espace dès le début de telle sorte qu'il soit adapté n'est pas nécessairement plus cher. Mais si après il faut faire des modifications successives, là ça commence à devenir onéreux. Tout ce qui a été dit, et je corrobore tout à fait là-dessus, mais ça nécessite aussi pour le magasin d'avoir du choix. Je vous explique. Alors, on a été confronté à des cas où on avait un matériel qui était tout à fait adapté, avec des touches bien colorées, bien grosses, bien définies. Mais de l'autre côté, la personne ne le voulait pas parce que ça faisait matériel d'handicapé. Et je crois qu'il ne faut pas se couper non plus avec certains matériels qui sont peut-être un peu moins ergonomiques, mais qui, tout compte fait, rempliront aussi leur mission, parce qu'elles rempliront la partie psychologique, c'est-à-dire l'acceptation de l'appareil pour l'utilisation que la personne en a. Donc, nous coupons pas non plus. Voilà, c'est un peu je voulais rajouter ça. Il faut du choix de telle sorte à ce que ce soit réellement le patient, le client qui choisisse en fonction de l'ensemble de la globalité de sa psychologie et de son utilisation.
Oui, puisqu'on peut tout à fait cumuler le design et la fonction. On le voit beaucoup aujourd'hui dans les téléphones portables. Il y a des téléphones portables qui permettent, par exemple, ceux qui ont des écrans, d'avoir des touches qui sont beaucoup plus grosses. Donc on reste sur le même téléphone portable que tout le monde peut avoir, sauf que il y a un petit programme qui fait que ce téléphone peut être utilisé par d'autres. Donc je pense que c'est aussi cette direction-là qui est intéressante, c'est de faire en sorte que le produit soit adaptable, configurable autrement, sans écarter des personnes qui soient malvoyantes. Et des grands constructeurs prennent ça en compte aujourd'hui. Donc c'est peut-être pas très connu, mais je ne vais pas citer de nom, mais il y en a d'autres, il y en a certains qui ont fait un très beau travail là-dessus. Monsieur Gomez, je voudrais clôturer avec vous par rapport à cette notion de design. On peut tout à fait avoir un espace design en basse vision. Absolument. J'ai visité moi-même un espace situé à Madrid, en Espagne. Angel Baragnano, pour ne pas le nommer, où son magasin est un super design et très bien adapté à la personne malvoyante, avec des petites diodes le long du parcours comme un avion qui atterrit, et vous avez effectivement la possibilité d'aller dans plusieurs services grâce à ces petites diodes, ou comme on a fait chez Lissac, avec des contrastes, on en parlait tout à l'heure, des contrastes avec des couleurs saturées, différents du plancher et des murs, qui permettent à la personne de mieux marcher, de mieux se mouvoir dans cet espace basse vision. Donc l'espace basse vision n'est pas synonyme d'espace ancien, vieux, et ça peut être très design, absolument. J'espère que le message passera. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup Madame Schmitt de votre mise en situation très concrète qui nous a vraiment permis de nous rendre compte de ce que vit au quotidien une personne âgée. Merci aussi à messieurs Delon et Gomez de nous avoir fait part de leur initiative en espérant que ça aura donné des idées à nombre de vos confrères. Je vous retrouve tout à l'heure à 16h30 pour une émission consacrée à la contactologie. À très vite sur le Studio TV.